Et bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les week-ends pour le débrief hebdo de la semaine et pour préparer la semaine qui arrive. Énormément de choses à dire aujourd'hui, vous vous en doutez, étant donné la semaine particulièrement mouvementée que l'on vient de vivre, autant sur le marché crypto que sur les marchés traditionnels, avec notamment des catalyseurs macroéconomiques qui ont apporté énormément de stress et de volatilité sur les marchés. On va parler un petit peu aussi actualité aujourd'hui. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à nous rejoindre dans le serveur Discord, c'est là-bas que tout se passe. Vous avez tous les liens en bio et en description. On va commencer cette vidéo aujourd'hui en parlant de l'actualité qui a secoué la sphère crypto ce matin. Effectivement, l'AMF fait un rappel et épingle BitGet en les plaçant sur liste noire. En effet, selon les régulateurs financiers français, BitGet cible tout particulièrement les utilisateurs français dans sa publicité, dans ses promos, alors qu'ils ne disposent pas de l'enregistrement PSAN qui leur permettrait logiquement et légalement d'exercer leur activité. Alors, faut savoir que BitGet, ils sont placés sur liste noire AMF depuis le mois de novembre 2023, donc ça fait déjà plusieurs mois, ok. Mais là, l'AMF a fait un rappel en disant qu'ils étaient listés sur liste noire et surtout que l'AMF se réservait le droit de bloquer l'accès à BitGet. Qui dit blocage d'accès à BitGet pour les utilisateurs dit blocage de vos fonds. Donc moi, par sécurité, j'ai pris la décision d'enlever le peu de crypto qui me restait et de stablecoin qui me restait sur BitGet et de les envoyer ailleurs. Moi déjà, c'est ce que je vous explique très souvent, mais je ne laisse pas, et d'ailleurs c'est ce que je vous invite à faire aussi, je ne laisse pas de crypto dormir à long terme sur les exchanges centralisés. Donc la solution, c'est ça, ok ? Cette petite clé-là, c'est la solution à vos problèmes, d'accord ? Ne laissez pas vos cryptos dormir sur des exchanges centralisés. Utilisez des cold wallets. Là, c'est une clé Ledger que je vous montre, d'accord ? Des cold wallets, il en existe d'autres, d'accord ? Ledger n'est pas la seule solution, mais vous devez absolument utiliser ce genre d'outils, ce genre de technologie pour ne pas avoir vos cryptos à long terme sur les exchanges centralisés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et là je m'adresse à ceux qui veulent faire du trading, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas faire du trading avec une clé Ledger. Alors là, il va falloir vous tourner vers des solutions décentralisées, vers du trading on-chain. Pour moi, c'est l'avenir du trading sur les crypto-monnaies, c'est le trading on-chain, avec des plateformes, par exemple, comme DYDX. La troisième chose, et je vais m'adresser directement à l'AMF. Arrêtez de nous faire chier. Je pense au reportage qui a été fait sur Cash Investigation jeudi soir sur France 2. Il y a des escrocs, des personnes qui ont fait énormément de mal à l'écosystème crypto, à l'écosystème du trading, en arnaquant, en escroquant des milliers et des milliers de personnes. Et ces personnes-là qui ont fait ces escroqueries sont en totale liberté et vivent la vie d'Aloca à Dubaï. C'est à ces personnes-là qu'il faut s'attaquer. C'est pas à des acteurs de l'écosystème qui essayent de proposer des choses aux utilisateurs. Parce qu'en fait, ce que nous dit l'AMF et ce que nous dit l'Union Européenne via ces différentes réglementations, c'est quoi ? C'est on veut protéger le consommateur. Mais c'est faux. Parce qu'en faisant tout ce qu'ils font, en mettant en place toutes ces régulations, et en fait, ils forcent les consommateurs, les utilisateurs, à utiliser des outils qui sont beaucoup moins ergonomiques, beaucoup moins faciles d'accès et des fois beaucoup plus dangereux, j'ai envie de vous dire. Et à côté de ça, ils laissent des personnes comme Marc Blatta, Laurent Billionnaire, etc. Faire des scams, mettre en place des escroqueries en toute impunité et vivre tranquillement à Dubaï. Voilà, c'était le petit passage coup de gueule de ce début de vidéo. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, soyez prudents, faites attention à vous. Moi personnellement j'ai pris la décision de retirer tous mes fonds de BitGet. Voilà, je veux pas créer du FUD mais je préfère jouer la sécurité. De toute façon il me restait plus forcément grand chose dessus étant donné que je trade en futur sur les cryptos sur MEXC et que le reste de mes cryptos en spot elles sont principalement sur ma clé Ledger ou sur des wallets décentralisés. Je suis à peu près tranquille mais j'ai préféré quand même augmenter le niveau de sécurité de mes investissements actuellement. Voilà. Je ferme cette première partie et on va désormais pouvoir commencer à parler de ce qui s'est passé cette semaine sur le marché crypto. Globalement, nos plans se sont passés exactement comme on l'avait prévu. Donc je vous rappelle, on est vendeur depuis bientôt 2 semaines sur le Bitcoin. Début de semaine, la zone des 68 500 $ a flanché, a cassé, ce qui nous a permis de venir chercher des premières zones de profit, ce qui nous a permis de sécuriser notre position. Et ensuite, en deuxième partie de semaine, comme on l'avait travaillé, eh bien on est revenu tester la zone des 68 500 $, zone sur laquelle nous avons été rejetés. Ce qui nous a permis de faire un renforcement
de position short. D'ailleurs, je vous ai montré ça dans la vidéo d'hier, mais tout ça vous a été partagé dans le serveur Discord. Donc moi, mon plan, il est simple. Tant que Bitcoin reste sous cette zone des 68 500 $, je vise plutôt une continuation baissière vers les 61 000, puis vers les 59 000, et si ces zones ne tiennent pas, alors on ira visiter probablement 53 voire 51 000 $. Par contre, si je vois que le marché est capable de casser cette zone des 68 500 $, alors je clôturerai mes positions short et je repasserai acheteur vers les 75 000 $. Alors ça va vous paraître un petit peu facile de dire ça, mais oui, le trading, l'investissement, c'est ça. C'est pas de vouloir suranticiper le marché, c'est pas de vouloir faire des plans sur la comète, non, ça c'est du bullshit. Les gens qui essayent de faire ça, ils sont perdants à long terme. Le trading, l'investissement, c'est quoi? C'est identifier des zones clés et sur ces zones clés, prendre des décisions en fonction des réactions du prix. C'est tout. C'est ça le trading, c'est ça l'investissement, c'est pas de suranticiper le marché, parce que quand on suranticipe le marché, généralement on se trompe. Donc non, on identifie des niveaux clés, on voit comment le prix réagit en fonction de ces différents niveaux clés, et on prend des décisions. Moi j'ai mes niveaux clés, j'ai mes différents scénarios de prêt, et je prendrai des décisions en fonction. Ok? Mais pour le moment, je reste dans ce plan baissier vendeur. Alors là, c'est le week-end, donc le marché est relativement calme, on le voit ici avec l'open interest qui est assez flat. Par contre, on voit quand même que les fundings sont en train de repartir à la hausse, ce qui veut dire quand même qu'on a des personnes qui essayent d'acheter le marché. Et sur les CVD, donc sur les spots, on est plutôt calme, là aussi c'est en train de latéraliser. Alors attention, c'est pas impossible que demain, comme souvent les dimanches en fin de journée, on ait une sorte de petit scam pump avant de retracer durant la session asiatique ou lundi matin en début de session de Londres. Mais pour le moment, le marché est assez calme. De toute façon, personnellement, je ne traite pas le week-end, donc j'en profite pour prendre un petit peu de recul sur le marché, pour remettre mes plans en place et potentiellement ajuster certaines positions. Alors justement, on va commencer à dévier un petit peu et on va parler un peu d'Ether. Mais avant ça, petit point sur la dominance du Bitcoin qui reste particulièrement élevée, qui, je vous le rappelle, a cassé le haut de ce range en 4 heures, pour venir chercher au-delà des 50% de dominance. Ce qui met en grosse difficulté Ethereum. Effectivement, si on regarde la paire Ether-BTC, on se rend compte très facilement qu'on a cassé ce support weekly que vous voyez ici en vert, d'accord, qui était une zone très importante à tenir pour Ether. Et on a cassé aussi un support en 4 heures sur la paire Ethereum-BTC. Ce qui nous montre et ce qui nous fait dire qu'Ether est particulièrement faible et particulièrement en difficulté face à BTC. Alors, si BTC est amené à rebondir et à passer les 68 500 $, ça va. Ether, ça va le faire pour lui, il va tenir le coup. Le problème, c'est que si BTC continue de dévisser et vient chercher 61 000, voire même plus bas, ça risque d'être très compliqué pour Ether, et probablement qu'Ether ne sera pas capable cette fois-ci de tenir ce niveau de support, et donc on reviendra visiter des niveaux plus bas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous ai expliqué que cette semaine, j'avais pris la décision de clôturer ma position acheteuse sur Ethereum. Malgré ça, on a quand même des opportunités de rechargement qui peuvent être intéressantes sur certains altcoins. Je vous en ai partagé d'ailleurs cet après-midi dans le serveur Discord, pour ceux qui font partie du groupe Premium. On avait aussi travaillé par exemple un setup intéressant sur Avax depuis plusieurs semaines. Pour l'instant, on a une réaction vraiment parfaite sur la zone qu'on avait identifiée. Alors attention, tout n'est pas encore joué, tout n'est pas encore gagné. C'est pas impossible qu'on vienne sur le bas de l'OTE chercher ce lot. Auquel cas, on ajustera peut-être cette prise de position en décalant notre stop loss plus bas et en prévoyant une deuxième entrée en achat sur ces niveaux-là pour lisser notre average price vers le bas et faire du coup un système de double entraille, ok? C'est pas du tout impossible qu'on procède de cette manière. Voilà, en tout cas tout ça pour vous dire que sur les altcoins, par contre, s'il y a des choses intéressantes à observer, il y a potentiellement des choses intéressantes à faire, puisqu'on a des alts qui reviennent sur des niveaux de prix très intéressants. Je vous parle aussi de DYDX, setup qu'on avait travaillé depuis plusieurs semaines, réaction là aussi pixel pour le moment. Maintenant, DYDX, comme vous le voyez, on n'a pas encore récupéré toute la liquidité. Donc potentiellement, là aussi, je prévois une deuxième entrée un petit peu plus basse. Alors là, je ne vous ai pas affiché le Fibo. Je vais vous le retracer. Donc là, vous voyez, pareil. On est venu chercher la zone d'OTE parfaitement de cette impulsion haussière sur Fibo. Et des alts comme ça qui sont dans des belles configurations, il y en a plein. Alors attention, je vous dis pas de faire des all-in et d'injecter toute votre liquidité d'un coup sur des alts. Non. Parce que potentiellement le marché peut aller plus bas. Mais on est sur des retracements de l'ordre de 20, 30, 40%. Et ça peut être déjà des premières opportunités de rechargement intéressantes. Alors c'est pareil, ne faites pas en une fois, faites des entrées progressives. Gardez toujours de la liquidité disponible. Cash is king, c'est très important. Pour pouvoir saisir les opportunités et ne jamais être frustré d'être dans l'incapacité de recharger ou d'ajuster vos positions. Ça, c'est très important. Donc là, je vous ai montré un exemple sur Avax, sur DYDX. Il y a un exemple encore plus flagrant qu'on a pris cette semaine. C'est sur Aleph, le projet Alephium. On a eu un retracement
de l'ordre de, voilà, 40-45%, sur une zone support importante. On a donc rechargé sur ce niveau-là. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix est reparti à la hausse et nous a fait un joli pump de quasiment 50%. Donc soyez attentifs, il y a des opportunités, ok? Il y a des opportunités. Voilà, je vous en ai partagé plein d'autres dans le serveur Discord. Là, je vous en ai montré quelques-unes, mais bien évidemment, il y a plein d'autres choses intéressantes à surveiller sur le marché crypto. On va désormais pouvoir passer du côté des marchés financiers traditionnels. Vous le savez, cette semaine était une semaine particulièrement intéressante et importante pour les marchés, puisqu'on avait de très nombreux catalyseurs macroéconomiques. Et d'ailleurs, ça se voit très bien, puisque regardez le comportement du VIX, donc qui est un indicateur de stress et de volatilité sur les marchés, qui est totalement reparti à la hausse, notamment sur la journée de jeudi. Ok ? Beaucoup de volatilité, pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a eu du changement sur pas mal de points. On a eu, dans une première partie de la semaine, les données de l'inflation en Union Européenne. Une inflation qui continue de ralentir et une croissance qui commence légèrement à se porter un peu mieux. Ce qui nous permet d'envisager une baisse de taux, effectivement, de la part de la Banque Centrale Européenne à partir du mois de juin. Par contre, outre-Atlantique, c'est pas du tout la même chose. On a des données qui sont de plus en plus inflationnistes. Une croissance qui se porte toujours bien aux États-Unis, mais des données qui sont inflationnistes et des pressions inflationnistes qui se renforcent. D'ailleurs, on a eu plusieurs membres du FOMC qui se sont exprimés cette semaine en disant très clairement qu'il n'y aurait peut-être pas de baisse de taux cette année, ou en tout cas très tard dans l'année. Immédiatement, le dollar, le taux à 10 ans est reparti à la hausse, sont repartis à la hausse, ce qui a entraîné des retracements assez importants sur les indices. Vous le voyez ici sur le Nasdaq, ça a été le cas aussi sur le Dow Jones et le S&P 500. D'ailleurs, ça a été tellement violent que même les indices européens en ont subi les conséquences. C'est pour vous dire à quel point ça a eu un impact sur le marché. Alors nous, ça nous arrange parfaitement, puisqu'on était vendeurs sur le CAC notamment et sur le Nasdaq. Je vous avais aussi partagé dans la semaine des idées de position vendeuses sur le DAX et sur le S&P 500. Donc voilà, globalement ça nous satisfait. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces phases de retracement sont terminées? Est-ce que le marché va d'ores et déjà se rééquilibrer et pricer du coup une baisse de taux d'intérêt beaucoup plus tard dans l'année? Ou est-ce que il faut se préparer à des phases de retracement un petit peu plus profondes? Ça, c'est la grosse question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que je vous avais expliqué fin 2023, en vous disant que les marchés étaient beaucoup trop ambitieux, beaucoup trop optimistes à vouloir 6 baisses de taux en 2024, eh bien c'était vrai. J'avais totalement raison et j'ai envie de vous dire, c'était assez logique. Là, ce qu'on voit, c'est que pour le 1er mai, il n'y aura pas de surprise. Pour le mois de juin, on est sur du 50-50 en termes de proba, mais moi, je vous l'ai déjà expliqué, pour moi, il n'y a aucune chance que la Fed prenne le risque de baisser ses taux avant l'été. Potentiellement, on aura peut-être des premières baisses de taux à partir de septembre. Et encore, c'est pas sûr. Quand on voit la publication du rapport NFP hier aux États-Unis, de quoi on se rend compte? Et ça depuis plusieurs mois. Eh ben, c'est que les Américains, ils sont de plus en plus nombreux à avoir du travail. Ils sont de plus en plus nombreux parmi ces gens à avoir du travail, à avoir un meilleur salaire. Donc, un pouvoir d'achat en augmentation. Et en plus, on se rend compte que ces Américains-là, ils ont de plus en plus confiance dans le marché et dans l'économie. Et donc, ils sont plus amènes de dépenser leur pouvoir d'achat dans l'économie et donc de participer à un rebond de l'inflation. Et vu que l'inflation aux États-Unis a rebondi, contrairement à ce qu'on voit en Europe, mais vu qu'aux États-Unis, comme en Europe là par contre, la croissance se porte bien, et ben en fait la Fed elle dispose d'une marge de manœuvre hyper importante. Et d'ailleurs Jérôme Powell nous l'a rappelé encore cette semaine en disant que de toute façon, si la situation restait comme ça, il pouvait très bien laisser les taux élevés encore longtemps. Et alors ce qui est intéressant cette semaine, et ce qui a d'ailleurs particulièrement fait bouger les marchés, c'est que même les membres du FOMC, donc de la Fed, les plus dovish, donc qui étaient les plus, qui avaient le plus envie de baisser les taux, bah même eux, ils sont en train de dire finalement, peut-être qu'on va pas les baisser tout de suite. C'est d'ailleurs pour ça que les marchés ont réagi aussi violemment sur cette semaine. Donc moi, je vais rester dans ce mode de réflexion, c'est-à-dire je vais continuer de vendre les indices, tranquillement, patiemment, étape par étape, sans y aller comme un bourrin, en prenant des profits, rééquilibrant, ajustant mes positions. Mais je vais continuer à vendre les indices, ok? Et par contre, je vais continuer de me hedge avec potentiellement de l'achat sur l'or, de l'achat sur le pétrole, en gros de l'achat sur les matières premières, puisqu'on voit que les matières premières, elles sont haussières, en gros. D'ailleurs, elles participent aux pressions inflationnistes, mais elles sont haussières. Et donc, elles nous permettent d'équilibrer en fait nos investissements et nos positionnements, nos différentes lignes de portefeuille, nos différentes lignes sur nos trades, pour avoir quelque chose de pertinent, de cohérent, d'équilibré
et donc qui nous permet d'avoir des jolis profits. Et d'ailleurs cette stratégie elle fonctionne plutôt bien. Je vous ai montré les résultats sur les dernières semaines, sur les derniers mois, on s'en sort très très bien. Et d'ailleurs cette semaine, nouveau trimestre, nouveau mois, ça commence bien, plus quasiment 3% sur le service premium, plus 0,5% sur le CIB et plus 3,4% sur le Plutos. Donc globalement, très bonne semaine, très bon début de trimestre, très bon début de mois. Et on va continuer à travailler comme ça, comme on a pu le faire sur le mois de mars, où on a eu aussi de très très bons résultats. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur la semaine qui vient de s'écouler. Maintenant, la semaine prochaine, on va de nouveau avoir une semaine intéressante. Alors un peu moins de catalyseurs, ok, ça devrait être quand même relativement plus calme. Lundi et mardi, très peu de choses, ok, très peu de data. Je pense qu'on aura un début de semaine assez calme, ce qui va permettre d'ailleurs au marché de rééquilibrer un petit peu les forts mouvements de volatilité qu'on a pu avoir sur la fin de semaine. Ça va commencer à s'exciter un petit peu à partir de mercredi, puisqu'on aura justement les chiffres de l'inflation aux États-Unis, ok, avec cette fois-ci les chiffres IPC, d'accord, IPC et IPC Core. On aura toujours, voilà, les stocks de pétrole brut et puis surtout on aura les minutes de la Fed. Donc le compte rendu de l'UFOMC qui va nous donner des petites informations complémentaires sur la politique monétaire que souhaite mettre en place et adopter la Banque Centrale Américaine, donc la Fed, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Jeudi, on aura une journée intéressante notamment du côté asiatique avec cette fois-ci les chiffres de l'inflation. Vous savez, c'est très important d'observer la santé économique chinoise puisque ça a des liens assez étroits, notamment avec le CAC 40. Vous savez que c'est un indice qu'on aime bien trader chez Blockchain Capital, donc forcément ce sont des résultats qui vont nous intéresser. On aura aussi jeudi la décision de la Banque Centrale, cette fois-ci européenne, donc sur ces taux. Là, sans surprise, les taux devraient rester à 4,5%, peut-être pour la dernière fois, et qu'à partir du mois de juin, on aura une première baisse de taux. Ensuite, du côté américain, rien de particulier, à part les prix à la production, qui pourront être des données intéressantes à prendre en compte, mais qui n'amèneront pas forcément énormément de volatilité. Et vendredi, on terminera la semaine avec une journée particulièrement centrée sur l'Europe, avec la production industrielle au Royaume-Uni et la croissance, l'inflation en Allemagne et en France, et globalement ça devrait être assez calme du côté américain, même si on aura l'indice Michigan avec les anticipations d'inflation et les attentes et la confiance des consommateurs. Donc vous l'avez compris, une semaine plus calme, avec des petits éléments intéressants quand même. Pour moi, la journée la plus mouvementée et intéressante sera celle de mercredi, je vais y arriver, avec l'inflation notamment et le compte-rendu du FOMC. Bien évidemment, on suivra tous ces événements et tous ces éléments ensemble en live, alors soit directement dans le serveur Discord, soit sur Twitch et sur TikTok. Je vous laisserai aller voir en détail le planning de la semaine que je vous ai partagé. Et puis bien évidemment, on continuera de vous publier énormément de vidéos, énormément de contenu sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, vous avez tous les liens en bio et en description. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.